merci de vous informer sur la chaîne de la Rédemption. Voici le sommaire. Jeu de la francophonie, le développement durable est aussi au rendez-vous. Macroéconomique, les défis et enjeux de l'assistance technique du FMI définis. Santé mère-enfant, l'OMS fait don de 239 millions de francs CFA. Et puis en sport, nous parlerons de la Confédération africaine de football qui passe en revue le nombre d'équipes à la phase finale de la CAN. Enfin, à l'international, Erdogan entame une tournée dans le Golfe pour apaiser les tensions. Bonjour à tous et à toutes. Des projets liés au développement durable sont présentés durant toute la semaine des 8e Jeux de la francophonie pour sensibiliser justement les participants sur les questions de l'environnement. Ange Sacré. Outre les compétitions et spectacles qui illustrent les 8e Jeux de la francophonie, ce rendez-vous permet aussi de présenter des projets liés au développement durable. Une exposition gratuite et un concours de projets d'une vingtaine de pays présentés par de jeunes entreprises qui permettent de sensibiliser les participants aux questions cruciales d'environnement ont lieu toute la semaine. On met de l'eau dans le sable, ça va tenir au frais nos aliments. Un réfrigérateur québécois sans électricité et en argile. Le développement durable, c'est l'art du compromis, la science du compromis. Le gros travail qu'on va avoir à faire, et c'est la mission et l'expertise qui nous est confiée, c'est d'accompagner le CIJF et le CNJF à prioriser. C'est-à-dire, on a une quantité d'énergie, de disponibilité, de temps, de ressources à mettre en place. À quel endroit on met cette énergie sur la démarche de développement durable? Un peu plus loin, le Tchadien David Ngaba de la start-up Morgan Energy vante les mérites d'un briquet noir comme du charbon qui est un combustible à base de matière organique recyclée. Selon lui, il a l'avantage de ne pas produire de fumée par rapport au charbon classique, donc ça a un impact positif sur la santé. Dans l'esprit même des Jeux de la francophonie, chaque pays a répondu avec son idée d'entreprise à une problématique qui lui est propre. Et le public ivoirien peut venir librement voir les petits génies francophones qui réfléchissent à des solutions d'avenir pour l'environnement. Un séminaire de 3 jours se tient à Abidjan depuis le lundi 24 juillet 2017 pour prendre fin le mercredi 26 juillet 2017. Séminaire organisé par le Centre régional d'assistance du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest relatif à l'amélioration des performances et outils de travail. On en parle avec Martial Kwasi. Le Centre régional d'assistance du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, tient à Abidjan Plateau du 24 au 26 juillet 2017 un séminaire dans le cadre de l'amélioration des performances et outils de travail. À cette occasion, le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, le professeur Bamba Ngaladio, a indiqué que ce séminaire constitue pour les politiques macroéconomiques des maillons essentiels du processus d'élaboration des politiques publiques de développement. Elles sont des ingrédients indispensables pour une bonne gestion économique et financière de nos États. Les insuffisances des dispositifs des prévisions macroéconomiques impactent tant la qualité des analyses macroéconomiques à la disposition des décideurs que la profondeur du dialogue politique, économique et financier, a déclaré le conseiller spécial du ministre de l'Économie et des Finances. Le professeur Bamba Ngaladio s'est également dit convaincu que les recommandations du séminaire permettent d'identifier les bonnes pratiques et de prioriser les besoins en renforcement des capacités et assistance technique des États membres. Il a évoqué également les problématiques liées à la pertinence et à la force des cadres macroéconomiques et budgétaire. Le ministère des Eaux et Forêts continue son combat contre les trafiquants de bois. Le samedi 22 juillet 2017, une opération de bois menée dans le Hambol a permis de démanteler un réseau de trafiquants de bois. Jean-Jacques Denis pour le commentaire. C'est l'équivalent d'un chargement de 30 tonnes de bois de veine et des instruments d'abattage qui a été saisi par des éléments de la direction départementale des eaux et forêts de Katiola. Les agents, dans leur progression, ont également mis la main sur des scieurs clandestins qui ont installé leur campement de fortune au cœur de la forêt. Ils abattent et se livrent à la transformation des bois prêts à être écoulés sur le marché local et dans la sous-région. Le commanditaire de toute cette foudre serait un opérateur économique installé dans la région. Le directeur départemental des eaux et forêts, Siaka Traoré, a profité de la situation pour interpeller le population, en particulier les autorités coutumières, les chefs de terre et chefs de village qui autorisent les exploitants à couper du bois moyennant des miettes. De lancer à l'endroit des populations, dans un premier temps, c'est aux autorités coutumières, les chefs de village et chefs de terre, parce que dans les enquêtes, il a été révélé que c'est ces derniers-là qui donnent la terre aux exploitants pour venir couper le bois moyennant des miettes. Cependant, le transport, la coupe, la transformation et la commercialisation sont interdits en Côte d'Ivoire par un décret pris en 2013. Tous les suspects répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes, ont indiqué les responsables des eaux et forêts de Katiola.
239 millions de matériel et autres équipements sanitaires, c'est le don que l'OMS et ses partenaires ont offert à la Côte d'Ivoire. Un don qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de la direction de l'information, de l'équipement, du matériel 6 au plateau à Abidjan. C'était le samedi 22 juillet 2017. Commentaire Estelle Traillot. Le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Jean-Marie Vianney Yameogo, a officiellement remis à la ministre ivoirienne de la Santé, Dr Raymond Goudou Kofi, le document de stratégie de coopération de l'OMS avec la Côte d'Ivoire pour la période 2016-2020. Il a remis également un lot de matériel et équipements médicaux accompagnés de médicaments d'une valeur de 239 millions de francs CFA. La cérémonie officielle de cet événement a eu lieu samedi 22 juillet 2017 dans l'enceinte de la direction de l'information, de l'équipement et du matériel 6 à Abidjan, dans la commune du Plateau, en présence des partenaires du système des Nations Unies et des membres du cabinet ainsi que d'autres collaborateurs de la ministre. Par ailleurs, la cérémonie a consisté à la remise officielle des équipements de réanimation de nouveau-nés, du matériel biomédical, des médicaments et des poches à sang, entre autres. Ce don contribuera à la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le pays et est destiné en priorité aux populations les plus vulnérables. La ministre ivoirienne de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymond Goudou Kofi, s'est dite heureuse d'une telle initiative et a promis que ses services ainsi que les formations sanitaires auxquelles sont destinés ces matériels et équipements en feront bon usage. En sport, au cours du premier symposium sur le football africain tenu le jeudi 20 juillet 2017 à Rabat au Maroc, la Confédération africaine de football a décidé de passer en revue le nombre d'équipes participantes aux prochaines éditions de la CAN. On en parle avec Martial Kwasi. C'est officiel. Le nombre d'équipes nationales devant participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations passera à compter de l'édition 2019 à 24 et la compétition se déroulera en juin-juillet. On a décidé ainsi le comité exécutif de la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, réuni jeudi 20 juillet 2017 à Rabat au Maroc. Après avoir passé en revue les résolutions du premier symposium sur le football africain tenu les 18 et 19 juillet 2017, le comité exécutif de la CAF a convenu que dès l'édition de 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations, l'on aura 24 équipes contre 16 actuellement, avec un tournoi qui devra se disputer entre les mois de juin et juillet. Le comité a toutefois décidé de maintenir à 2 années impaires la compétition qui continuera à se disputer exclusivement sur le continent africain et avec des sélections nationales africaines. Par ailleurs, le comité a préconisé la mise sur pied d'un groupe de travail qui planchera sur la matérialisation des résolutions et proposera un chronogramme d'implémentation à court, moyen et long terme. Pour rappel, la Côte d'Ivoire sera l'hôte de l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations. Transféré le lundi 24 juillet 2017 à plus de 58 millions à Manchester City, le Français Benjamin Mendy est désormais le défenseur le plus cher de l'histoire. Notre commentaire. Le Français Benjamin Mendy a officiellement été transféré à Manchester City, ce qui ne faisait plus de doute ces derniers jours. L'ancien monégasque s'est engagé pour 5 ans et devient ainsi le défenseur le plus cher de l'histoire du football, avec un transfert estimé à 58 millions d'euros. Courtisé depuis longtemps par City et par plusieurs clubs, c'est donc à l'arraché que Manchester City a raflé le prodige monégasque. L'international français âgé de 23 ans a signé un contrat de 5 ans avec un transfert estimé à 58 millions d'euros. Il dépasse ainsi celui de Eliakim Mangala en province de Porto, évalué à plus de 50 millions d'euros. Espérons qu'il fera mieux que son compatriote parti sous d'autres cieux. À l'international à présent, alors qu'une nouvelle flambée de violence a eu lieu le samedi 23 juillet 2017 au Venezuela, l'opposition au président Maduro a convoqué une grève de 48 heures le mercredi 26 et jeudi 27 juillet prochain contre le gouvernement et son projet de modifier la Constitution. Estelle Traillot. Nous convoquons tout le peuple, tous les secteurs à 48 heures de grève civique. À l'issue d'une nouvelle journée de protestation émaillée de violence, l'opposition vénézuélienne a convoqué samedi 22 juillet 2017
Une grève mercredi et jeudi prochain contre le président Nicolás Maduro et son projet de modifier la Constitution. C'est le député Simon Calzadia, au nom de la table de l'unité démocratique, MUD en abrégé, la coalition de l'opposition, qui a lancé l'appel à la grève. Le député a également appelé à une marche le vendredi 28 juillet 2017 pour exiger que le président Maduro retire son projet d'assemblée constituante. C'est en effet dimanche 30 juillet 2017 que doivent être élus les 545 membres de cette assemblée censée réécrire l'actuelle constitution. L'opposition majoritaire au Parlement considère que les modalités de désignation de ces membres voulues par le président Maduro ne sont pas équitables et favorisent le camp chaviste. Samedi, les forces de l'ordre vénézuéliennes ont eu recours à des grenades lacrymogènes pour disperser plusieurs centaines de jeunes manifestants qui défilaient à Caracas en direction du siège de la Cour suprême. Parmi les blessés figure Willy Arteaga, un violoniste de 23 ans devenu célèbre en jouant l'hymne national face aux policiers pendant que des heurts se déroulaient autour de lui. Par ailleurs, selon Enrique Capril, l'un des chefs de file de l'opposition, Angel Zerpa, l'un des 13 membres de la Cour suprême parallèle, a été arrêté samedi par les services de renseignement. Une grève générale de 24 heures a déjà eu lieu jeudi et vendredi. La MUD a déclaré qu'elle avait été suivie à 85%, alors que Nicolás Maduro et d'autres responsables gouvernementaux ont affirmé qu'elle avait été un échec, déclarant que les secteurs clés de l'économie avaient fonctionné normalement. Depuis le début des troubles en avril, une centaine de personnes sont mortes, dont 5 lors de la seule grève nationale de jeudi. Terminons avec le président turc Recep Tayyip Erdogan qui est arrivé dimanche 23 juillet 2017 en Arabie Saoudite. Première étape d'une tournée dans le Golfe pour faire la médiation entre Qatar et 4 pays arabes qui l'accusent de soutenir le terrorisme. Ange sacré. Recep Tayyip Erdogan a entamé dimanche 23 juillet 2017 une tournée dans la région du Golfe pour tenter de désamorcer la crise entre le Qatar et 4 autres pays arabes qui l'accusent de soutenir des extrémistes islamistes. Après avoir été reçu dimanche à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite, par le roi Salman, le dirigeant turc s'est rendu au Koweït dans la soirée, puis au Qatar lundi 24 juillet 2017. Il n'est dans l'intérêt de personne que cette crise se prolonge davantage, a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre l'avion pour le royaume wahhabite. Le monde musulman a besoin de coopération et de solidarité, pas de nouvelles divisions. Cette crise régionale aiguë a placé la Turquie dans une position inconfortable. Ankara entretient des rapports étroits avec Doha, mais le président Erdogan s'est également efforcé ces dernières années de développer des liens avec la monarchie saoudienne. Le président turc a indiqué qu'il soutenait la médiation de l'émir de Koweït, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, tente de jouer un rôle de médiateur entre les différentes parties. Mais sa prise de position sans ambiguïté en faveur de Doha a réduit sa marge de manœuvre, estimant nombre d'analystes. Au cas où cette crise se prolongeait, la Turquie devrait choisir son camp et donc mettre en péril ses intérêts économiques et commerciaux avec l'un des deux pays. La Turquie est une proche alliée du Qatar avec lequel les relations se sont fortement développées ces dernières années sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires. Ankara dispose notamment d'une base militaire dans l'émirat gazier. Autre signe de leur proximité, la Turquie a envoyé plusieurs cargaisons de denrées alimentaires par voie aérienne et maritime au Qatar depuis le début de la crise, généralement mal perçue en Arabie Saoudite qui tient à sa réputation de première puissance de la région. Voilà, c'est fini pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la chaîne de la Rédemption. Au revoir.